Bonsoir à toutes et à toutes, bienvenue dans Libre Ensemble. Je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau rendez-vous de la laïcité. On va parler d'un livre ce soir, Ce que le fleuve doit à la plaine. Et ce livre, on le doit à Alain Lallemand. Libre Ensemble, Catherine Ax, Jacques Nizan. Bonsoir Alain Lallemand. Bonsoir. Alain Lallemand, vous êtes journaliste, grand reporter de guerre et romancier. Grande signature du Soir depuis 1990, ancien correspondant de guerre donc. Vous avez fait la Yougoslavie, la Colombie, le Congo, l'Afghanistan, l'Irak, le Libéria, la Crimée. La Crimée dont on va reparler. Journaliste d'enquête spécialisé dans les économies clandestines, vous avez aussi sorti de beaux dossiers Offshore Leaks, Panama Papers, Paradise Papers, Football Leaks. Et vous suivez depuis 2018 les politiques culturelles avec un intérêt particulier pour l'édition. Tiens, entre autres, Mani, vous êtes un auteur-romancier qui assure la critique hebdomadaire des livres de poche. On vous doit La femme héroïne, Ma plus belle déclaration de guerre et Dans la jungle, Dieu dansait, L'homme qui dépeuplait les collines, entre autres. Là, ce sont vos romans, mais vous avez d'autres essais également et beaucoup d'articles, on l'a dit. Vous revoici avec un nouveau roman, Ce que le fleuve doit à la plaine. J'ai envie de commencer à vous faire mieux connaître par nos auditeurs. Qu'est-ce que le romancier doit au journaliste, tout d'abord, Alain Lallemand ? Ça, c'est une excellente question. Ce qu'il ne lui doit pas, c'est des facilités de style. C'est-à-dire que la première chose que le romancier qui naît doit faire, c'est tourner le dos au journaliste avec ses tics, sa rapidité d'écriture, ce pointillisme, le fait de vouloir absolument que tous les détails soient vrais, c'est quand même l'obsession première des journalistes. Eh bien, le romancier doit apprendre à s'en détacher. Ça, c'est une véritable souffrance. Ceci étant dit, maintenant, il est évident que ce sont les limites du journalisme qui, à un moment, m'ont poussé à devenir romancier, où je me suis dit, tiens, essayer d'expliquer les aspects tragiques d'une guerre, les déchirures humaines d'un conflit en 5000 caractères, espace compris, et essayer de le faire comme ça dans l'instant. C'est intéressant pour expliquer un conflit à chaud, mais ça ne permet pas d'expliquer parfois des situations extrêmement complexes. Et donc, j'en suis venu à m'intéresser à des formats longs, et puis à des formats extrêmement longs qui avaient le grand bonheur de pouvoir résumer des choses extrêmement complexes, de passer sur les détails pour aller à l'essentiel et par ailleurs de pouvoir protéger l'identité des sources. Puisque j'étais dans le champ de la fiction, je pouvais inventer des personnages. Donc c'était pour moi très intéressant. Et puis il y a ceci, soyons honnêtes. Si demain je dois faire un essai, un ouvrage, une enquête de journaliste de 3500, 400 000 caractères qui vous donne tous les détails sur le conflit en Crimée, mais vous allez vous endormir après 10 pages. Si j'en fais un roman dans lequel je vais glisser grosso modo les mêmes informations en essayant de dynamiser tout cela, d'y donner une émotion, d'y faire passer l'intelligence émotionnelle, eh bien vous risquez de m'accompagner jusqu'au terme de l'histoire et d'y trouver un bonheur. D'y trouver un bonheur qui vous aura marqué émotionnellement, et donc cela va également marquer votre souvenir. Si je vous parle de la Crimée, en vous racontant l'histoire d'une amitié, comme je le fais dans Ce que le fleuve doit à la plaine, des histoires d'amour croisés, des problèmes de trahison, des grands doutes existentiels, ça va avoir un écho chez vous. Même si vous êtes belge, francophone, vous allez vous dire mais c'est quelque chose que mes parents ont connu, ou que j'ai connu, ou qu'on risque de connaître, ou qu'on va connaître dans notre environnement proche, et ça va vous rester dans la tête. Et donc, voilà, ce que le journaliste doit au romancier, en écho à Ce que le fleuve doit à la plaine, eh bien c'est ça. Je dois bien avouer aussi que vous vous faites plaisir, votre écriture est terriblement descriptive et on prend un plaisir dingue à s'immerger. J'imagine que c'est ça aussi, en plus de 400 pages et pas à 400 000 signes comme vous le disiez, votre bonheur, c'est qu'on sent. Moi, j'ai l'impression que pour moi ça a même été un livre presque olfactif. J'ai l'impression qu'on sent l'odeur des selles, des chevaux, de la plaine, de cette terre. Voilà, ce sont des contrées qui attirent, qu'on connaît fort peu finalement, mais qui sont un peu mythiques. Vous parlez des Cosaques, vous parlez des Tatars, vous parlez des steppes. Il y a un vent d'aventure. C'est nomade et à la fois très descriptif.
Quel plaisir avez-vous trouvé dans cette écriture-là, Alain Lallemand ? Il y a quelque chose que le journaliste s'interdit, c'est de parler de ce qu'il a ressenti, du bonheur qu'il aurait eu, je ne sais pas, à être sur des éléments aquatiques ou être avec des chevaux, ou voilà. Or ici, le romancier peut, et c'est même sa mission principale, c'est de transmettre ce plaisir. La première chose dans un récit, c'est évidemment de transmettre du plaisir. Et donc, le bonheur que vous éprouvez quand vous vous trouvez en tant que journaliste ou dans n'importe quelle circonstance aventureuse, en montagne, à faire du galop, sur le dos d'un cheval, à vous retrouver en état de flotter, disons, 30 cm au-dessus de la selle, à ne tenir que parce que vous avez empoigné les crins du cheval et que vous avez encore vos pieds sur les étriers. Mais ce bonheur-là, vous allez travailler à le restituer dans les pages, vous allez vous mettre dans un état de transe pour essayer de vous souvenir de ces choses, vous allez faire une synthèse de tout ce que vous connaissez, du bonheur que vous auriez vous-même à lire ces pages, et si les gens reviennent après lecture auprès de vous en disant « Ah, vous savez, monsieur Lallemand, ces pages-là, c'est formidable, vous m'avez rappelé des souvenirs ou vous m'avez donné envie de retourner faire de l'équitation, ce genre de choses. » Voilà, c'est gagné. Et ce n'est pas gratuit, évidemment, puisque dans les courses de chevaux que j'explique dans ce livre, c'est aussi une compétition entre des amis, mais dont l'un est tatar, l'autre russe. Et il y a, derrière l'amitié, il y a toujours cette compétition, il y a ce problème de savoir, est-ce que je suis en train de jouer ou est-ce qu'on est dans une véritable compétition, une véritable opposition. Toute l'ambiguïté est là, et c'est le plaisir du romanesque aussi, c'est de se dire, voilà, des images, des moments forts, des images de plaisir, mais qui répondent à une nécessité pour essayer d'emmener le lecteur, la lectrice vers autre chose, vers, ok, on va vous parler d'une guerre, mais on va vous en parler avec des profondeurs humaines et en se faisant plaisir. Voilà. C'est ça aussi, c'est l'empathie. Quand on plonge dans votre livre, on est forcément en empathie avec un peuple, des peuples qu'on connaît peu, et alors ça remet en perspective évidemment les guerres, les crises qui sont très actuelles également. On va remettre le contexte. Le 27 février 2014, c'est bien ça, c'est la crise de Crimée. C'est déjà, le mot crise et pas guerre. Vous couvrez l'événement, votre rédac chef vous appelle au soir pour couvrir l'événement et vous partez en Crimée. Est-ce que vous connaissiez cette région ? Est-ce que vous y débarquez sans rien connaître ? Et qu'est-ce que vous y découvrez ? Et qu'est-ce que vous en ramenez ? Écoutez, donc, à partir du moment où les petits hommes verts bien gentils prennent le contrôle, un beau matin du Parlement de Crimée, on découvre les images... Petits hommes verts, pourquoi ? Petits hommes verts parce qu'ils sont en vert, parce qu'ils n'ont pas d'insigne, parce qu'ils sont anonymes, on ne sait pas d'où ils viennent. C'est un cas très rare. C'est la seule correspondance de guerre où j'aurai en face de moi des hommes armés qui seront respectueux. On ne va pas entendre tirer au début du conflit, mais la Russie ne revendique pas l'invasion. La Russie ne parle pas d'ailleurs d'invasion les premiers jours, donc on ne sait pas du tout ce qui se passe. Mon rédacteur en chef m'envoie directement là-bas. Il faut savoir qu'à titre privé, j'ai eu quelques petits ennuis dans une autre vie avec les autorités russes, donc pas question de passer par Moscou. Petite parenthèse, note de la rédaction sur un gros dossier sur la mafia russe. Voilà. Et donc, je suis persona non grata à Moscou. Donc je passe par Kiev, et Kiev où je connais bien les journalistes parce que les grandes enquêtes du soir m'ont permis quand même de beaucoup travailler avec les Ukrainiens. Je connais bien l'Ukraine. Mais la Crimée, je ne connais pas du tout. Et la Crimée, c'est un peu la côte d'Azur de l'Ukraine. C'est aussi un territoire qui a une histoire très particulière, enclavé dans la mer du Nord. C'est le grand orgueil de l'empire, de l'ancien empire russe de la Grande Catherine. Donc il y a à la fois un attachement russe, mais il y a des intérêts qui sont extrêmement concrets sur la Crimée. Et je découvre là un peuple mêlé. Ça, c'est la première découverte. C'est-à-dire, vous avez à la fois des Ukrainiens et des Russes, rien de très particulier. Par contre, vous avez une population tatare, donc une population musulmane qui s'est installée là-bas lors des invasions de Gengis Khan, qui a développé un grand khanat, donc un pouvoir local selon les règles du Khan, et je m'aperçois immédiatement que les populations sont en train de s'interroger sur ce qu'est cet envahisseur, ce petit homme vert. Est-ce qu'il vient pour épauler ou combattre les Ukrainiens ? Est-ce qu'il vient pour épauler ou combattre les Russes ?
Et les Tatars ne se posent même pas la question, ils savent qu'ils ont toujours été les victimes de n'importe quel envahisseur, ils savent que ça a morflé pour eux au XVIIIe siècle, ils savent que ça a morflé pour eux en 1917 lors de la révolution bolchevique, ils savent que ça a morflé pour eux en 1944 lorsque Staline a décidé de les purger, et ils ne sont plus guère qu'un peu moins de 300 000 au moment où se déclenche l'invasion russe, donc ils se disent « ça va être pour notre pomme ». Et ils n'ont pas tort, puisque si moi je n'ai pas vu d'exactions à l'égard des populations tatares, les exactions vont commencer un mois après l'invasion, disons au mois de avril-mai 2014, où on va retrouver des corps torturés, on va retrouver des députés tatars pendus. Il va y avoir des disparitions, donc de nombreux corps qu'on ne va pas retrouver, et donc il va y avoir un mouvement d'exil. S'ils étaient 281 000 à peu près avant l'invasion, aujourd'hui ils sont à peu près 150 000. Donc il y a eu un grand départ vers la Turquie, vers les autres populations. Et pourquoi ? Parce qu'ils sont musulmans ? Parce qu'ils sont musulmans. Épurer le peuple... Parce qu'ils sont musulmans, parce qu'il y a beaucoup de racisme. Alors le racisme, ce n'est pas une grande surprise quand on connaît la population russe. Ce n'est pas une grande surprise non plus, malheureusement, quand on connaît la population ukrainienne. Si un jour l'Ukraine fait partie de l'Europe, il va y avoir du travail, parce que ce n'est quand même pas une population qui a le même esprit d'ouverture. Et donc, cette population qui fait l'objet de dénigrement à la fois par les Ukrainiens et par les Russes, elle va payer le prix fort de cette invasion. Et donc, moi, ce que je découvre là, c'est un terreau qui est tout à fait nouveau pour le journaliste. Je ne suis pas sûr de tout comprendre. Je dois avouer, Catherine, je ne suis pas sûr de tout comprendre. Je pense même que c'est pour cela, lorsque les autorités russes décident de couper l'espace aérien et que je suis obligé de me trouver un strapontin dans le dernier avion civil qui va quitter la Crimée, que je pars avec plus de questions que je n'avais de réponses. Et c'est sans doute ce qui va alimenter le roman. C'est-à-dire... Vous le dites, je peux vous citer ? Oui, bien sûr. Page 81. Peut-être les frères du continent se sentaient-ils polonais sous domination de la Pologne, soviétiques sous le joug des soviétiques, mais la Crimée, selon le cœur des Criméens, n'est ni russe ni juste ukrainienne, c'est une toute autre fierté. C'est un mélange de tout ça, de fierté tatare, ukrainienne, russe. On ne peut toujours pas s'y retrouver ? Moi, je pense que je commence à avoir des lignes directrices. Mais ce qui pour moi était la grande interrogation, la grande surprise, et aujourd'hui le grand écœurement, c'est la désinformation russe. Ça, c'était très fort. Donc, il faut imaginer que ces troupes qui avancent sans insigne, rappelons-le, sans identification, donc en infraction complète avec le droit de la guerre, ces troupes vont commencer à installer des tentes dans les grandes villes de Crimée, et sous couvert d'associations, d'organisations non gouvernementales, c'est évidemment du pipeau, c'est Moscou qui est derrière tout ça, vont installer donc des tentes, vont recruter des milices civiles pour essayer d'appuyer l'envahisseur, vont faire des appels à support, nourriture, ce genre de choses, et vont demander aux Criméens de ne surtout pas écouter ce qui est diffusé sur les télévisions et les radios ukrainiennes, ou les télévisions et les radios tatares, puisque ça existe encore à l'époque. Non, il faut écouter Moscou, il faut écouter la voix de Moscou, et dans la population, il y a des rumeurs qui se répandent, mais rapidement, en quelques heures, quelques jours, où on va essayer de mobiliser les gens, par exemple, pour aller défendre les positions des Russes, mais aussi pour aller attaquer les positions des Ukrainiens. Donc, je vois défiler, pour moi c'est absolument ahurissant. Vous savez, Catherine, que j'ai beaucoup travaillé en Afghanistan. Je sais quel prix les troupes soviétiques ont payé en Afghanistan. Je sais à quel prix ont payé aussi les Criméens qui sont morts sous drapeau soviétique en Afghanistan. Et vous voyez ces anciens combattants d'Afghanistan qui sont tout d'un coup mobilisés comme un seul homme pour se rassembler au cœur de la capitale régionale et commencer à protéger les infrastructures qui sont favorables aux Russes et faire des piquets d'occupation devant les positions militaires ukrainiennes. C'est absolument ahurissant. Pour moi, c'était un autre monde. Je me dis, mais c'est eux qui boivent la vodka, c'est moi qui suis en train de délirer. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Et puis, une histoire d'amitié, évidemment, dans vos personnages, cache le Tatar,
qui est le gars de la plaine, Oleg, le fleuve, l'Ukrainien, le gars du fleuve, le russophone. L'un représente donc la plaine, l'autre le fleuve. Des amis qui vont devoir, avec la crise, se réinventer. C'est évidemment le titre de votre livre, ce que le fleuve doit à la plaine. Que doivent ces populations les unes par rapport aux autres? Est-ce qu'ils étaient... Beaucoup de russophones ont vu cette arrivée des petits hommes verts d'un bon œil comment ça s'est passé? Si on veut donner une carte des populations, Catherine, 60% de la population de Crimée était déjà russophone. Pour une raison très simple, comme je l'ai dit, les Tatars ont morflé. Donc il faut savoir de 1917 à 1930, suite à la révolution bolchevique, il y a à peu près 150 000 Tatars qui vont quitter la Crimée, contraints et forcés. La même chose va se produire en 1944 sous Staline, parce que Staline va accuser les Tatars d'avoir travaillé, d'avoir coopéré, collaboré avec l'envahisseur nazi, ce qui est absolument faux. Moscou formulera des excuses après coup à la population tatare, mais toujours est-il qu'en 1944, donc, Staline provoque le déplacement forcé de 200 000 Tatars. Sur ces 200 000 Tatars, on sait aujourd'hui que dans les 2 ans qui ont suivi, 1/3 sont morts. Donc c'est absolument ahurissant comme épuration. Et aujourd'hui, donc évidemment, ces Tatars se retrouvent en position d'extrême faiblesse. Et ce sont les Russes qui ont remplacé les populations tatares qui sont devenus dominants sur la presqu'île. Par ailleurs, je vous l'ai dit, c'est la côte d'Azur de l'Ukraine. Donc c'était la côte d'Azur de l'Union soviétique. Donc tous les petits pensionnés de Moscou qui ont un peu de revenus, ils se sont installés à Yalta. Par ailleurs, et ça c'est une réalité qui n'est pas simplement romanesque, qui est historique, puisque la Crimée est ukrainienne et n'est plus russe depuis la cession avec Khrouchtchev et depuis l'indépendance évidemment de l'Ukraine en 1991, ça veut dire que Moscou, le ministère des Finances en tout cas, n'a plus d'œil, n'a plus de vision sur ce qui se passe à Yalta, dans les grands hôtels, les casinos, les structures de luxe. Ça veut dire aussi que les mafieux, qu'ils soient ukrainiens ou moscovites, peuvent très bien investir sur le littoral de Yalta, sur cette côte d'Azur criméenne, sans avoir de compte à rendre à Moscou en tout cas. Et comme l'Ukraine est une société démocratique qui se porte très mal au niveau judiciaire, c'est un peu un paradis de blanchiment. Donc c'est très intéressant pour certaines populations d'aller couler de derniers jours heureux le long de la mer Noire. Pour revenir à votre livre et ces histoires d'amour et d'amitié, c'est un peu comme dans tout conflit, évidemment, il y a des compromissions à faire et puis il faut pouvoir survivre. Et donc, comment ça se passe dans votre roman pour que les amitiés ne se défassent pas? Est-ce que c'est le prix à payer à la guerre? Je pense que l'amitié ne se négocie pas. L'amitié, elle est là et il faudrait une trahison objective pour que l'amitié se détruise. Donc ici, dans cette histoire d'amitié, en tout cas, entre 2 hommes, c'est la fidélité à l'autre, l'absence de trahison qui va faire que, à travers la guerre, les 2 hommes vont continuer à coopérer et vont être quelque part, non pas plus forts que l'envahisseur, parce qu'on le sait, l'envahisseur a envahi, mais au moins vont pouvoir faire subsister leur amitié, quel que soit leur camp. Et puis, il y a une question que moi je pose de roman en roman, et qui est une question, je pense, existentielle, c'est est-ce qu'on a le droit d'être heureux, d'être apaisé dans une zone de guerre? C'est une question qui peut sembler un peu salaud, un peu paradoxale, mais moi, c'est mon expérience. Dans une zone de guerre, ce n'est pas la guerre tout le temps, à tous les endroits. Les choses sont mouvantes. Et les gens vivent dans un pays en guerre. Il y a des histoires d'amour qui se nouent et se dénouent. Il y a des amitiés qui se nouent et se dénouent. Il y a des enfants qui viennent au monde. Il y a des familles qui se créent. Il y a des divorces, il y a des drames. Mais il y a aussi de grandes histoires de bonheur. Et ce sont ces histoires de bonheur qui peuvent se nouer parfois avec une grande force et une grande dignité morale, parfois avec un peu moins de dignité morale, il faut l'admettre, que j'essaie de reproduire dans ce roman. Qu'est-ce que moi je ferais si j'étais
jeune homme en zone de guerre, c'est ça la question. Qu'est-ce que moi, nous ferions si nous avions tout d'un coup un béguin ou si nous avions des amis à protéger, nous sommes demain en zone de guerre, on se comporte comment? Grande question existentielle aujourd'hui en 2024 en Belgique. Eh bien, c'est la même question que les Criméens ont dû se poser en 2014 quand l'envahisseur est arrivé. Pour moi, c'est très fertile. Et puis, vous le disiez aussi, grande désinformation. On est quand même là, nous, à dépendre de nos médias, de vous, Alain Lallemand, et du regard qu'a l'Europe face à tous ces conflits. Et puis l'histoire nous l'a prouvé aussi. Parfois, on se trompe de vision. Très difficile de savoir. Et dans votre roman, les bons deviennent gentils, les gentils sont parfois mauvais. Comment faire le tri de tout ça? Lorsque vous avez écrit ce roman, est-ce que Poutine et Moscou avaient déjà mis main mise sur le reste de l'Ukraine ou pas encore? Non, pas encore. Donc, quand j'ai écrit ce roman, l'opération spéciale, comme le dit Poutine, la guerre totale à l'Ukraine n'avait pas encore commencé. J'ai achevé évidemment la relecture, j'ai peaufiné ce roman au moment où la guerre d'Ukraine avait commencé, mais l'essentiel de l'idée remonte à 2019, à un moment où moi, ce qui m'étonnait, c'est qu'on ne parle plus de la Crimée, alors qu'en 2014, on avait vu un partenaire se faire envahir. Je vais vous donner un détail, il est dans le roman, mais il est absolument authentique. La première fois que je prends une voiture pour relier la capitale régionale Simferopol à cette grande ville du littoral qu'on connaît tous, qui est Yalta, je suis étonné par la qualité de l'autoroute qui m'y mène. Et le guide russe me dit « Oui, c'est du très bon tarmac, merci l'Europe ». Donc l'Europe a financé la grande route qui mène de la capitale régionale à Yalta, mais au moment où les Russes envahissent, il n'y a pas de réponse. Ça pour moi c'est un grand étonnement. Je vous ai dit, quand j'ai dû fuir la Crimée, parce que les Russes coupaient l'espace aérien, j'avais plein de questions sur les oppositions entre les populations, mais j'en avais aussi une énorme qui était de me dire, mais enfin, de manière très claire, c'est la Russie qui est en train d'envahir, elle est là, elle va rester, c'est quand même un coup extraordinaire de Poutine, et pourtant, l'Union européenne ne réagit pas, les États-Unis d'Obama ne réagissent pas. Il m'a semblé qu'il y avait un incroyable abandon, un manque de solidarité de notre part et un aveuglement, parce qu'il est clair que ce qui se produisait en Crimée annonçait d'autres choses qui allaient venir dans le Donbass et qui sont déjà en train de toucher évidemment la Géorgie et qui peut-être demain toucheront la Moldavie. Donc il y avait là quelque chose qui nous interpelle, mais qui nous interpelle extrêmement profondément. Ce roman, il nous parle des conflits entre populations qui sont imbriquées avec différents rôles linguistiques, avec différentes sensibilités religieuses. Je pense que pour nos auditeurs belges, ça doit leur rappeler quelque chose. Ça doit leur rappeler ce qui peut arriver à un petit pays où il y a plusieurs langues qui coexistent, où il y a normalement des règles du jeu. Si demain ces règles du jeu sont bousculées, que deviennent mes amitiés intergroupes linguistiques? Que devienne ma vision, mon identité même de l'endroit où je vis. Je peux, moi, c'est un cas particulier, à l'allemand, dire je suis francophone, belge, de formation plutôt vous êtes wallon, vous êtes né dans la vallée de l'Ourthe, ne l'oubliez pas, je suis même principautaire. Je suis même principautaire. Et par ailleurs, voilà, je le dis en ouverture de ce livre, en avant-propos, moi je suis né à l'ombre d'une colline au croisement d'un ruisseau et d'une rivière. Voilà. Donc je pense que c'est important de savoir d'où on vient et on se pose toujours ces questions existentielles à partir du moment où on entre dans un conflit. Et l'Europe, la vision de l'Europe, on va sans doute terminer là-dessus, Alain Lallemand. Que pensez-vous de cette Europe d'aujourd'hui? Doit-elle être renforcée? À qui va-t-elle faire confiance dans l'avenir? On a toujours eu le grand frère américain, mais force est de constater que si Trump est élu dans quelques mois, il faudra oublier ce grand frère. Il y a l'ombre de Poutine qui est très fort de l'autre côté, l'Inde, la Chine. Est-ce qu'on peut faire cavalier seul? Est-ce qu'on peut être fort en Europe, nous, les Européens? Les Européens peuvent très bien être très forts. Je pense simplement qu'il y a encore un réflexe nationaliste qui nous empêche, c'est vraiment la clé de voûte, d'avoir une défense européenne. J'ai également... Il paraît qu'on est nulle part là pour le moment.
Je ne dirais pas qu'on est nulle part. Il faut quand même savoir que nous avons à Strasbourg un corps de réaction rapide. Simplement, nous n'avons pas encore, et ça c'est le nerf de la guerre, nous n'avons pas mis ensemble, priorisé les budgets nationaux pour aller vers des mêmes objectifs. C'était un cri d'indignation en Belgique quand nous avons acheté des F-35 américains. C'était une absurdité. C'est l'ancien correspondant des affaires militaires qui le dit. Nous aurions dû faire vivre, évidemment, notre industrie européenne. Et aujourd'hui, on se rend compte que la décision qui a été prise à l'époque par le gouvernement était une mauvaise décision. Mais ceci étant dit, la bonne décision était à l'époque de dire on va mettre des milliards dans la défense. Alors c'est toujours particulier de dire, c'est toujours douloureux pour un gouvernement de dire voilà, nous sommes en difficulté budgétaire. Nous sommes en difficulté budgétaire depuis les années 80. Et il faut absolument renourrir notre armée. Je ne suis pas un militariste. Je constate simplement qu'on ne peut discuter en démocratie que pour autant qu'on se donne les moyens de se défendre. Cela passe pour nous, en Belgique, par une capacité aérienne renforcée et unifiée au niveau européen. Ça passe par d'excellents choix que nous avons faits en matière de forces spéciales et de déminage. L'Ukraine a un besoin vital de déminage à l'heure actuelle. La Belgique peut fournir, mais de manière absolument incroyable. Nous avons une capacité de déminage de la mer Noire, par exemple, qui serait absolument utile aux Ukrainiens. Et nous avons une capacité de déminage des terres autour du Donbass qui, pour la Belgique, est absolument fantastique. Si nous avons demain un gouvernement qui a un peu de solidarité, un peu de vision européenne, je pense que boots on the ground, des hommes sur le terrain, pas pour combattre, pour déminer, ce serait une excellente idée pour la Belgique. Mais si on voilà, c'est peut-être l'avocat du diable. Si on défend l'Ukraine, c'est par peur que Poutine prolonge son emprise sur le reste et d'autres pays, ou c'est véritablement par amitié pour l'Ukraine? Vous disiez tout de même qu'il y avait de sérieux changements à faire au sein de la société ukrainienne, très raciste, très extrémiste aussi. Ce ne sont pas nos copains non plus s'ils entrent dans cette Europe-là. C'est plutôt par peur de voir notre démocratie s'effondrer qu'on défend l'Ukraine. Oui, mais nous continuons pour l'instant, nous poursuivons notre digestion lente et démocratique de la Roumanie et de la Bulgarie. Admettons que rien n'est arrangé à ce niveau-là. Je pense qu'il nous est tout à fait possible d'assimiler l'Ukraine, qui aurait une importance vitale en termes économiques pour nous, parce que ça reste un sous-sol extrêmement riche et ça reste un grenier à blé. Donc, nous pouvons être intéressés d'avoir l'Ukraine. Mais surtout, c'est une manière de se faire respecter. Je pense qu'il y a une volonté de la population ukrainienne qui était très claire lors de la révolte de Maïdan d'appartenir, de se rapprocher de l'Union européenne. Nous devons venir en soutien de cela. Si demain, nous faisons des concessions avec Poutine, des concessions un peu lâches, comme nous en avons fait avec la Turquie sur Chypre, je ne vois pas très bien où va le projet européen. Donc je pense que c'est le moment de se réveiller. C'est le moment de se réveiller, non pas de manière belliqueuse, mais avec une solidarité bien comprise qui s'arrêtera aux frontières de l'Ukraine, quelle qu'elle soit demain, pour essayer d'intégrer aux rêves et aux projets européens des populations qui nous sont extrêmement proches. N'oubliez pas que le basculement poutinien, c'est de faire de l'ex-empire de Russie aujourd'hui un empire asiate. Ce n'est pas du tout le choix des Ukrainiens. Les Ukrainiens qui viennent, en fait, qui ont une histoire qui est rattachée à la Lituanie, puis à la Pologne, puis à l'Allemagne, n'ont aucun tropisme qui les amène vers l'Asie. Donc il est absolument légitime que ces Ukrainiens rejoignent le projet européen. Merci Alain Lallemand. Et enfin, il faut se réveiller, peut-être en eau froide du fleuve, parce que votre personnage, un de vos personnages principaux, il y a beaucoup de personnages dans votre roman, il est foisonnant, c'est Oleg, c'est un nageur en eau froide, parce que vous êtes nageur en eau froide, Alain Lallemand. Parce que je suis nageur en eau froide, donc c'est la chose que j'ai eue. Vous êtes ces fous de Utois qui se baignent dans la Meuse par des -2, -3 degrés. Pas -2, -3. Juste 0, ça suffira. Mais 0 degré, ce sont les températures hivernales que vous avez dans la Meuse belge. Et j'ai fort apprécié pendant l'écriture de ce roman que, par exemple,
exemple, les Tchèques de Prague m'expliquent comment ils se réchauffaient, parce que j'ai été prendre des bains également dans les cours d'eau tchèques. Vous savez qu'ils ont une grande compétition le lendemain de la Noël chaque année. C'est absolument ahurissant de se baigner par 3 degrés. On est des centaines de nageurs et on essaie de faire la course. Ça a pour moi quelque chose d'absolument ahurissant. C'est un autre monde, nager en eau froide, et c'est quelque chose qui fait partie de cette identité slave. Donc, quelque part, pour moi, il était logique que j'essaye de projeter mes lecteurs dans une passion qui m'est tout à fait personnelle, mais qui est aussi un marqueur de l'identité russe. Voilà, il n'y a pas dans ce roman de parti pris anti-russe, anti-ukrainien, anti-tatar. Il y a juste le bonheur de partager les richesses de chacune des populations. Merci de nous avoir ravigotés par ces eaux fraîches. Merci Alain Lallemand. Donc, ce que le fleuve doit à la plaine chez Weyrich, Alain Lallemand, à lire, à se procurer. Ça vient de sortir. Merci d'avoir été là avec nous, Alain Lallemand. Merci Catherine. Merci à tous ceux qui ont fait le choix de nous suivre ce soir. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de la laïcité. Merci.